On continue avec les vidéos orientées sécurité réseau et on s'intéresse aujourd'hui à la sécurité de base d'un commutateur. On essaiera de voir au niveau de cette vidéo tous les éléments à configurer pour faire en sorte qu'il y ait un certain niveau de sécurité au niveau du commutateur. Alors, pour rappel, un commutateur ou bien un switch en anglais est un équipement réseau intermédiaire. Donc ce n'est pas un équipement terminal qui est censé envoyer ou bien recevoir une information. C'est un équipement justement qui va faire en sorte de relier plusieurs équipements terminaux et intermédiaires également entre eux. C'est un équipement de niveau 2 selon le modèle OSI, donc il agit au niveau de la couche liaison, ou bien couche liaison bien sûr au niveau du modèle TCP/IP. Donc c'est un équipement par exemple qui ne comprend que les adresses MAC, il ne peut pas comprendre les adresses IP. Bien que de nos jours il existe des commutateurs qu'on appelle des commutateurs de niveau 3, donc ce sont des commutateurs qui peuvent jouer le rôle de routeur dans certains cas. C'est un équipement intermédiaire qui permet de conserver le domaine de diffusion. En d'autres termes, c'est un équipement qui va permettre de relier des équipements d'un même réseau local entre eux. Donc tous les équipements de niveau inférieur ou égal à 2 selon le modèle OSI sont des équipements qui permettent de conserver le domaine de diffusion. Et domaine de diffusion, c'est réseau physique plus réseau logique. Donc réseau physique, c'est le réseau local, et réseau logique, c'est l'adresse IP réseau. Donc tous les équipements d'un réseau local doivent partager la même partie réseau au niveau de leurs adresses IP. Et lorsqu'on met des commutateurs au niveau du réseau, il faut s'assurer que tous les équipements que ce commutateur relie possèdent la même partie réseau, donc même bit et même taille de la partie réseau. Contrairement aux équipements de niveau supérieur ou égal à 3 selon le modèle OSI, qui ne conservent pas le même domaine de diffusion mais le divisent. Donc c'est le cas du routeur par exemple, qui permet de relier des réseaux entre eux et non pas des équipements d'un même réseau local entre eux. C'est aussi un équipement qui est plus performant qu'un concentrateur ou bien un hub qui agit au niveau de la couche 1. Pourquoi? Parce que c'est un équipement qui gère ce qu'on appelle une table MAC. Donc la table MAC va faire en sorte qu'il n'y ait pas de diffusion au niveau du réseau local. Donc quand le switch ou bien le commutateur reçoit une trame au niveau de l'une de ses interfaces actives, il va envoyer la trame au PC qui est relié à une autre interface à son niveau directement, sans faire de diffusion au niveau de toutes ces interfaces actives. Et c'est pas ce que fait le concentrateur. Pourquoi? Parce qu'il ne gère pas de table MAC. Et pour rappel, la table MAC c'est une table qui contient deux colonnes principalement, ça contient d'autres colonnes qui fait un mappage entre le numéro de port et l'adresse MAC. Donc c'est grâce à ces deux informations là qu'on peut diriger la trame au niveau de la bonne interface sans diffuser des trames au niveau du réseau local de manière inutile. Et cela va créer et faire en sorte qu'il y ait une meilleure qualité de service, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trames inutiles qui circulent au niveau du réseau, et bien sûr une meilleure sécurité parce que il n'y aura pas des trames qui vont traverser le réseau et donc il n'y aura pas, si vous voulez, des informations que pourrait intercepter un utilisateur malveillant. On s'intéresse dans cette vidéo à la sécurité de base d'un commutateur. Donc on n'est pas là pour parler de son fonctionnement, on a déjà détaillé cela au niveau de vidéos précédentes. On va aujourd'hui s'intéresser à comment sécuriser ce commutateur. Donc si on veut configurer une sécurité au niveau du commutateur, ça revient à sécuriser les lignes du commutateur. Donc il possède plusieurs types de lignes. Donc il y a la ligne console, il y a les lignes virtuelles. Donc au total, au niveau des technologies Cisco, les commutateurs ainsi que les routeurs avec des iOS récents possèdent 16 lignes virtuelles, contrairement aux anciennes versions où les commutateurs et routeurs possèdent que 5 lignes virtuelles, donc de 0 jusqu'à 15. Donc chaque ligne aussi, elle a un numéro. Ça revient aussi à sécuriser ces interfaces physiques, ou bien ce qu'on appelle communément par port du commutateur. Donc ça peut être des ports Fast Ethernet, donc 0/X, et X c'est l'ID du dit port. Il y a les ports Ethernet, les ports Gigabit Ethernet, etc. Et donc les types d'interface physique au niveau du commutateur
ça dépend du modèle de ce commutateur. Donc on va travailler avec uniquement les interfaces face Ethernet, mais toutes les configurations qu'on va présenter peuvent être adaptées à d'autres types d'interfaces. Donc ici le type c'est juste en relation avec le débit, donc Fast Ethernet, Ethernet, Gigabit Ethernet, donc ça a rapport avec le débit de transmission, mais si on sait configurer une interface Fast Ethernet, on saura aisément configurer un autre type d'interface, donc Ethernet, Gigabit Ethernet et pourquoi pas fibre optique. Donc sécuriser aussi un commutateur revient à sécuriser tous les mots de passe qui sont enregistrés au niveau de ce commutateur. On essaiera de voir comment justement assurer cette sécurité des mots de passe, et tout cela c'est dans le but d'assurer les principaux paramètres de sécurité qui sont la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authentification et la non-répudiation. Donc on va protéger la lecture, l'écriture, l'accès, donc c'est l'authentification, la disponibilité c'est faire en sorte que le commutateur soit toujours actif pour les utilisateurs légitimes, et la non-répudiation c'est faire en sorte qu'il y ait des mécanismes qui permettent à un attaquant de ne jamais nier ses actions. Alors, on commence par la sécurisation de la ligne console. Pour rappel, la ligne console, c'est une ligne dédiée à la gestion du commutateur, du moment que c'est un équipement de niveau 2. Donc ce n'est pas un équipement applicatif, donc il ne possède pas d'interface graphique, et donc il faut passer par un équipement de niveau 7, un PC par exemple, pour justement configurer et administrer le commutateur en ligne de commande. Et pour ce faire, il faudra qu'il y ait au niveau du PC un logiciel qui le permet. Donc pour Cisco par exemple, on a l'habitude d'utiliser Hyperterminal, et il nous faut aussi un câble console qu'on devra relier entre ce PC d'administration et le commutateur qu'on veut administrer. Donc on utilisera un port série au niveau du PC ou bien un port USB si on a un câble USB, et là il y aura le port console au niveau du commutateur qu'on veut administrer, et le port console ça ressemble au port RJ45. Donc ça c'est ce qu'on a dit. Donc du moment que le commutateur est de niveau 2, il nous faudra un PC pour pouvoir le gérer. Et si un attaquant a accès à l'équipement physique, il lui suffit de le relier à son PC et d'avoir accès à l'iOS de l'équipement. Et donc si on ne protège pas la ligne console, toute personne malveillante pourra brancher un câble console à son PC. C'est pas difficile de trouver des câbles console aussi, et il pourra accéder au commutateur, il pourra modifier certains paramètres, voir certains paramètres, et donc on a ici une atteinte à la confidentialité de l'équipement au début. Donc au début on va essayer de voir des informations. Si on arrive à modifier, on pourra aussi avoir ou bien atteindre l'intégrité de l'équipement qui est le commutateur. Et c'est pour cela qu'il faut protéger justement cet accès console via un mot de passe. Donc c'est ce que permet les équipements Cisco. Donc il faut accéder à la ligne console du commutateur en mode de configuration du terminal en tapant la commande line console 0. Ensuite on tape la commande password suivi du mot de passe. Donc c'est une chaîne de caractères, et là via cette commande on va attribuer un mot de passe à notre ligne console, et on tape enfin la commande login qui permet justement d'activer ce mot de passe. Et cette fois-ci, lorsque l'équipement veut administrer le commutateur, on va lui demander un mot de passe. Il devra taper le mot de passe qu'on a saisi au niveau de la commande password pour avoir accès au commutateur, pour pouvoir le gérer et l'administrer. Donc le mot de passe ligne console, c'est un mot de passe très important parce qu'il va nous permettre justement d'assurer en première partie la confidentialité de l'équipement. Si maintenant on a par exemple l'administrateur réseau qui est connecté au périphérique réseau et doit soudainement s'absenter, on peut imaginer qu'un attaquant puisse utiliser cette connexion où l'administrateur s'est déjà authentifié pour compromettre la sécurité du commutateur. Et donc là, non seulement on aura une atteinte à la confidentialité, mais à
l'intégrité de l'équipement. Et donc, il faut protéger cet accès et taper la commande exec timeout xy. Et donc, on va donner un certain temps d'inactivité en minutes et en secondes. Donc, x c'est les minutes, y c'est les secondes. Et par exemple, si on configure à si on veut 15 secondes, donc on va taper exec timeout 0 15. Et ce qui se passe, c'est que si on ne fait rien au niveau du CLI pendant 15 secondes, on aura la session qui sera fermée. Regardez ici, on est par exemple on est authentifié et on a une inactivité pendant X minutes et Y secondes. Donc dès que ce temps est écoulé, on va demander à l'utilisateur de saisir une nouvelle fois le mot de passe d'accès à la ligne console. Alors ce que je peux conseiller, c'est qu'il ne faut pas configurer un temps très petit. Par exemple, si vous configurez 3 secondes, donc parfois juste en réfléchissant lorsque vous tapez les commandes, vous serez déconnecté. Donc il faut faire ou bien configurer un temps qui est adéquat. Donc généralement c'est 30 secondes. Voilà, donc 30 secondes, ça permet de protéger. Et comme règle de bonne manière, bien sûr, il faut toujours verrouiller sa session avant de s'absenter. Donc l'administrateur qui voulait s'absenter aurait dû se déconnecter puis s'absenter. Donc on ne doit jamais laisser la ligne de commande ouverte. Et même si on la laisse ouverte dans ce cas-là, on aura une fermeture de la session lorsque le temps configuré via la commande exec timeout serait écoulé. Maintenant, si par malchance notre attaquant connaît le mot de passe d'accès à la ligne console, il pourra non seulement voir toutes les informations confidentielles, mais aussi modifier les paramètres. Et donc là, on a une atteinte à l'intégrité de l'équipement ou bien du commutateur. Donc l'idée serait aussi de protéger l'accès en mode utilisateur privilégié, donc le dièse, par un mot de passe. Donc il y a deux commandes qu'on peut saisir. On peut saisir la commande en mode de configuration du terminal enable password suivi du mot de passe, ou bien enable secret suivi du mot de passe. Donc la différence entre les deux, c'est que le mot de passe via la commande password sera stocké en clair au niveau du fichier de configuration, tandis que via la commande secret, le mot de passe ne sera pas stocké en clair au niveau du fichier de configuration. Donc c'est une commande à privilégier. Donc toujours utiliser le mot-clé secret au lieu de password. Et c'est une règle à appliquer pour tout type de mot de passe qu'on verra après. Alors, l'inconvénient avec la commande secret aussi, c'est que si on oublie le mot de passe, là on ne peut plus rien faire, il faudra réinitialiser notre commutateur. Et donc, ça serait bien aussi de stocker ces mots de passe au niveau de serveurs d'authentification de manière sécurisée. L'idée aussi, c'est de ne jamais utiliser la commande enable password. Et cette fois-ci, même si l'attaquant connaît le mot de passe d'accès à la ligne console, il suffit qu'il tape le mot la commande enable pour passer au mode utilisateur privilégié. On va lui demander un mot de passe. Donc il ne pourra jamais passer à ce mode. Et donc il va tourner au niveau du mode utilisateur simple. Et au niveau de ce mode, il n'y a pas grand chose à voir. Version du commutateur, certaines informations pas vraiment confidentielles. Donc il ne pourra rien faire. Et donc là on a deux barrières. On protège non seulement l'accès à la ligne console, mais on protège aussi l'accès au mode utilisateur privilégié. Donc c'est bien de saisir ces deux commandes et c'est bien de protéger le commutateur avec deux mots de passe. Pourquoi? Parce que même si on arrive à trouver le premier, on n'arrive pas à trouver le deuxième. Donc ici c'est ce qu'on appelle une double authentification. Donc vous avez une authentification, première barrière au niveau de la ligne console, et puis s'il trouve le mot de passe, il ne pourra pas aller au mode utilisateur privilégié, parce que s'il va au niveau de ce mode, il pourra aller à configure terminal, donc il pourra modifier, et au niveau du mode utilisateur privilégié, il pourra voir des informations confidentielles, donc par exemple la table MAC, les VLAN, le fichier de configuration qui va contenir tout ce qui a été configuré, et donc bloquer l'attaquant au niveau du mode utilisateur simple, c'est quelque chose à ne pas négliger.
Regardez, si on tape la commande show running config en mode utilisateur privilégié, donc pour rappel, cette commande permet d'afficher le fichier de configuration en cours. Regardez, lorsqu'on tape enable secret, on remarque que le mot de passe n'est pas stocké en clair. Et lorsqu'on tape la commande enable password, on a le mot de passe qui est stocké en clair, qui est Cisco. Et donc, si on arrive à avoir ce fichier-là, si on arrive à le télécharger de manière malveillante via un serveur FTP, on pourra voir les mots de passe. Et donc, il faut éviter aussi de travailler avec la commande enable password. Maintenant, si par malheur notre attaquant arrive à se connecter au commutateur et accède même au mode utilisateur privilégié, donc s'il arrive à casser les deux mots de passe d'accès à la ligne en ligne console et en mode utilisateur privilégié, il pourra consulter tous les autres mots de passe en affichant le fichier de configuration. Donc il sera en mesure de taper la commande show running config. Donc on va avoir ici une atteinte à la confidentialité de l'équipement. Et l'idée serait de chiffrer l'affichage de tous les mots de passe au niveau du fichier de configuration. Et ça peut se faire grâce à la commande en mode utilisateur, en mode configuration du terminal, Service Password Encryption. Donc c'est une commande qui permet de chiffrer l'affichage des mots de passe au niveau du fichier de configuration en cours. Ce qu'on peut conclure, c'est que même si on a tapé la commande enable password, on aura un mot de passe qui sera stocké, qui ne sera pas stocké en clair. On peut le voir ici. Par exemple, lorsqu'on tape la commande show running config et lorsqu'on tape pas la commande service password encryption, on remarque tous les mots de passe de la ligne console, du mode utilisateur privilégié, des lignes virtuelles. Il y a un mot de passe qui est stocké en clair. Maintenant, si on tape la commande show running config après avoir tapé la commande service password encryption, on remarque que même enable password, le mot de passe, il est stocké en chiffré. Donc même si password ne permet pas le stockage en chiffré, il suffit de taper la commande service password encryption pour s'assurer que tous les mots de passe sont stockés de manière sécurisée au niveau du fichier de configuration. Et donc c'est une commande qu'il faut jamais oublier, ou bien c'est une commande à privilégier lorsqu'on configure la sécurité de base d'un commutateur. Donc pour l'instant, on est en train de se focaliser sur l'aspect sécurisation des mots de passe. Il faut juste ne pas oublier les mots de passe qu'on est en train de saisir, parce que même si on affiche le fichier de configuration, comme vous le voyez, on ne pourra jamais retrouver le mot de passe en clair. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait une copie des mots de passe au niveau de serveurs d'authentification sécurisés, parce que si on oublie les mots de passe, on sera obligé de formater ou bien redémarrer le commutateur en mode usine et reconfigurer tous les paramètres du réseau, à savoir l'adressage, les VLAN, tous les protocoles qu'on a configurés au niveau du commutateur. Donc si on refait tout ça, on va compromettre la disponibilité. Et donc il faut s'assurer de ne jamais oublier les mots de passe qu'on tape. Pourquoi? Parce que on opte pour la commande Service Password Encryption. Donc on sait que le mot de passe n'est pas stocké en clair, donc il faut trouver un moyen de ne jamais oublier le mot de passe, ou bien de se rappeler du mot de passe en le stockant au niveau d'un serveur d'authentification sécurisé. Pour conclure avec la gestion des mots de passe, il existe d'autres commandes Cisco qui permettent de gérer les mots de passe. Il y a par exemple la commande Security Passwords Min Length NB avec c'est un chiffre, donc ça permet de forcer à ce que le mot de passe ait un nombre de caractères minimum. Donc si je le mets à 10, ça veut dire que tous les mots de passe que je vais saisir vont comporter au moins 10 caractères. Si un utilisateur saisit un mot de passe avec 8 caractères, il sera refusé. Donc ça permet de renforcer la sécurité. Pourquoi? Parce que le mot de passe sera plus difficile à trouver s'il est long. Il y a aussi la commande qui permet de limiter les tentatives sans succès de connexion. Security Authentication Failure Rate NB. Donc si par exemple je mets 3, généralement c'est configuré par défaut à 3. Donc à chaque fois que vous vous trompez au niveau de la saisie d'un mot de passe, on vous donne une deuxième, troisième chance pour saisir le mot de passe. Si vous le mettez à 2, là, dès que vous vous trompez 2 fois,
on sort et on redemande de refaire la connexion. Et donc ça permet de limiter l'utilisation d'algorithmes automatiques qui permettent de casser les mots de passe. Donc si on diminue ce nombre, ça serait bien. Il y a aussi la commande login block for x attempts y with z. Ça permet de bloquer des tentatives de connexion pendant x secondes pour y tentatives pendant z secondes. Si par exemple l'utilisateur insiste, on peut le bloquer pendant un certain temps. Donc il ne pourra plus essayer de se connecter. Donc c'est aussi une bonne... ça permet de contrecarrer les algorithmes de cassage de mots de passe automatique. La commande No Service Passwords Recovery, ça permet de désactiver le service de réinitialisation des mots de passe. Donc c'est quelque chose de bien dans certains cas. Et aussi, bien sûr, il faut faire en sorte que tous les mots de passe qui sont saisis soient robustes. Donc les mots de passe forts, ce sont des mots de passe qui incluent des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, avec une longueur minimale, comme au niveau de la première commande. Par exemple, le mot de passe qu'on a ici, regardez, password. Donc ça contient une majuscule, ça contient un caractère spécial arrobase, ça contient un chiffre 0. Et c'est un mot de passe qui contient 8 caractères. Donc c'est un bon mot de passe. Donc à la fois il est bon, il respecte tous les critères, et en parallèle il est facile à deviner, on peut se remémorer facilement ce mot de passe. Donc on risque pas d'oublier le mot de passe password. Par contre, si c'est une chaîne un peu compliquée, là il faut soit se rappeler de cette chaîne, soit la stocker au niveau d'un endroit sécurisé. Donc voilà pour la gestion des mots de passe au niveau d'un commutateur. Donc ça, ce sont des commandes en plus qui permettent de bien gérer cet aspect de mot de passe. On passe maintenant à la sécurisation des lignes virtuelles. Donc, comme on l'a dit avant, on a 16 lignes virtuelles. Donc, pour rappel, une ligne virtuelle, c'est une ligne qui permet de gérer le commutateur à distance et non pas de manière locale. Donc, si vous avez un réseau qui sépare votre PC d'administration du commutateur que vous voulez administrer, là, il faudra passer par une configuration à distance. Et qui dit configuration à distance de manière sécurisée, dit protocole SSH. On a eu l'occasion de voir ce protocole dans plusieurs vidéos. On rappelle rapidement sa configuration. Donc il faut donner un nom d'hôte au commutateur via la commande hostname. Ensuite un nom de domaine, IP domain name. Donc ces deux commandes vont permettre de générer des paires de clés RSA. Donc cryptokey generate RSA. Donc sans les deux commandes précédentes, lorsque vous tapez la commande de génération de clés, elle ne marchera pas. En réalité, ce sont deux informations que le commutateur va utiliser pour pouvoir gérer ces paires de clés RSA. Bien sûr, il faut opter pour une taille minimale de 2048 bits. Donc plus la taille des clés est grande, mieux est la sécurité. Donc il ne faut pas opter pour de petites clés. Pourquoi? Parce que si les clés sont petites, on peut casser RSA. Et casser RSA revient à trouver la clé privée relative à une clé publique. On configure ensuite un compte utilisateur via la commande username, nom d'utilisateur, secret suivi du mot de passe. Remarquez l'utilisation du mot-clé secret au lieu de password. Donc, on va toujours dans ce sens, privilégier le mot secret au niveau d'une commande que password. Ensuite, on configure les lignes virtuelles et on met transport input SSH pour accepter le flux SSH. Login local, c'est pour utiliser les mots de passe stockés au niveau du switch. Et bien sûr, il faut configurer une interface virtuelle de gestion. Pourquoi? Parce que le commutateur ne possède pas d'interface physique, comme le routeur. Et donc, il possède ce qu'on appelle des interfaces logiques, virtuelles, qu'on appelle VLAN. On commence par 1, donc par défaut, c'est VLAN 1. On attribue une adresse IP à cette interface, bien sûr, qui doit être du même réseau local que le réseau où se trouve le commutateur, donc même partie réseau avec le bon masque, et on l'active via la commande no shutdown. Et après, si le PC veut administrer à distance le commutateur, il va taper la commande ssh-l pour local, nom d'utilisateur, suivi de l'adresse IP du
commutateur, on va lui demander un mot de passe et il pourra accéder à distance et de manière sécurisée. Alors l'avantage avec SSH, c'est que c'est un protocole orienté sécurité parce qu'il assure la confidentialité via le chiffrement et il assure l'authentification via la commande username secret. Tandis que d'autres protocoles de configuration d'équipement à distance non sécurisés ne possèdent pas ces deux critères. Donc, pour l'accès à distance, au niveau de la sécurisation des lignes virtuelles, il ne faut jamais configurer et activer le protocole Telnet. Donc, Telnet se configure de manière très simple. Il suffit de mettre la commande password au niveau des lignes virtuelles et login pour activer ce mot de passe Telnet. Bien sûr, l'interface virtuelle, c'est pour l'accès. C'est la même que SSH. Et là, regardez, l'accès, c'est directement Telnet, adresse IP du commutateur, suivi du mot de passe. Donc, il ne faut jamais configurer ce protocole et privilégier SSH que Telnet. Pourquoi? Parce que c'est un protocole qui ne chiffre pas. Donc, il n'assure pas la confidentialité et il n'assure pas l'authentification via un compte utilisateur mot de passe. Donc, il y a un seul mot de passe qui est partagé par tous les administrateurs de ce commutateur. Et si on trouve ce mot de passe, qu'on peut trouver facilement parce que les paquets ne sont pas chiffrés, donc on peut déjouer via une attaque homme au milieu ou bien man in the middle. Il faut aussi ne jamais saisir la commande transport input all. Pourquoi? Parce que all c'est SSH plus telnet. Même chose, il faut jamais taper la commande transport input telnet. Pourquoi? Parce que ça permet de dire qu'on accepte les flux telnet. Il faut taper la commande transport input SSH. Donc, all c'est SSH, donc ça permet d'autoriser SSH et telnet en même temps. Donc si on tape telnet veut dire qu'on n'autorise pas SSH. Et donc il faut taper la commande transport input SSH pour ne pas autoriser telnet. Donc mettez-vous dans la tête que ce n'est pas un protocole à utiliser ou à privilégier lorsqu'on veut avoir un certain niveau de sécurité. On passe maintenant à la sécurisation des interfaces physiques du commutateur ou bien des ports. On va travailler avec les interfaces Fast Ethernet, mais dites-vous que c'est la même chose pour d'autres types d'interfaces Ethernet, Gigabit Ethernet ou fibre optique. Donc Fast Ethernet 0/X. X c'est le numéro du port. Donc si notre commutateur possède 24 ports, donc il aura les ports Fast Ethernet 0/1 jusqu'à 0/24. À noter que 0/0 n'est pas un ID correct pour une interface d'un switch, contrairement au routeur où c'est possible d'avoir interface Fast Ethernet 0/0. Alors, on va démontrer ou bien montrer comment sécuriser les interfaces physiques en 7 étapes. Première étape, qui est optionnelle si on veut, c'est la configuration des paramètres de transmission. Donc là, c'est beaucoup plus l'aspect disponibilité et qualité de service en même temps. Donc si on a de bons paramètres de transmission, on aura une bonne qualité de service et on aura une meilleure disponibilité. Alors, on peut configurer la vitesse de transmission. Donc on se connecte au niveau de l'interface ou bien du port du commutateur au niveau duquel on veut configurer cette vitesse. Donc via la commande interface Fast Ethernet 0/X, l'ID du port qu'on doit spécifier en mode de configuration du terminal bien sûr. Ensuite on tape la commande speed pour configurer la vitesse de transmission. Alors speed, elle accepte 3 arguments. Donc soit auto, soit 10, soit 100. Donc 10 et 100, ça représente des chiffres exprimés en mégabits par seconde. Donc c'est des débits qu'on doit configurer au niveau des ports. Pour auto, si vous voulez, ça laisse le paramètre par défaut. On peut aussi configurer le mode de transmission. Donc, même chose au niveau du mode de configuration de l'interface, ou bien du port qu'on veut, au niveau duquel on veut configurer le mode de transmission, on a la commande qui commence par duplex. Et duplex, elle accepte 3 arguments.
donc il y a auto, half, donc il manque un A, et full. Donc, auto c'est pour un paramètre par défaut, half ça veut dire que ça sera unidirectionnel, et full ça sera bidirectionnel. Donc unidirectionnel c'est via un seul chemin, donc imaginez une autoroute avec une seule voie. Bidirectionnel veut dire que on aura deux canaux, et on aura aussi on pourra autoriser l'envoi et la réception en même temps. Donc pour le half, on ne peut pas envoyer et recevoir en même temps. C'est ce qu'on veut dire par ça. Donc lorsqu'on envoie, il faut attendre pour recevoir. On ne peut pas faire les deux en même temps. Et par défaut, ça sera auto. Et bien sûr, auto, ça c'est équivalent à full. Donc on conseille d'avoir un mode de transmission bidirectionnel et avec un bon débit. Voilà, c'est pour assurer la disponibilité. Et il est conseillé aussi de garder les paramètres par défaut et utiliser l'argument auto que la configuration de paramètres spécifiques. Donc vaut mieux laisser les paramètres par défaut au niveau du port d'un commutateur. Sauf si on veut faire bien sûr des tests. Mais pour assurer une bonne sécurité, parce que là on focalise uniquement sur l'aspect sécurité réseau, on privilégie les paramètres par défaut. À noter que cette étape elle est optionnelle. C'est juste quelque chose, si vous voulez, à connaître lorsqu'on configure la sécurité des interfaces au niveau d'un commutateur. Pardon. Deuxième étape, c'est la désactivation des interfaces inutilisées. Donc une interface inutilisée, c'est une interface où on ne branche jamais un équipement. Donc pour désactiver une seule interface, ça sera via la commande shutdown, en mode de configuration de cette dite interface. Donc dès qu'on tape shutdown, il n'y a plus de... Donc regardez ici, ça se transforme en rouge. Donc le port est bloqué. Il ne peut plus recevoir ou émettre des trames à son niveau. Et donc c'est bien de le faire pour un port où il n'y a pas d'équipement qui est branché. Pourquoi? Parce que si un attaquant essaye de se connecter à ce port, il le trouvera débranché, il ne pourra pas accéder au réseau, il ne pourra pas envoyer des données malveillantes. Si on veut maintenant désactiver plusieurs interfaces, ça sera via la commande range, interface range, donc intervalle, fast ethernet 0/x-6y, de x à y. On donne un intervalle et on tape la commande range. Remarquez aussi le mode change. Donc là on avait config if pour une seule interface. Là on a config if range. Donc au lieu de taper plusieurs fois la commande, on va la taper pour un ensemble d'interfaces. Exemple, si on veut désactiver les interfaces de 1 à 5 et de 10 à 15, on peut le faire. Donc là, il faut juste mettre une virgule. Donc l'idée avec le tiré du 6, c'est que ça doit être continu. Quand je mets 1 tiré du 6, 5, veut dire que je désactive les interfaces 1, 2, 3, 4, 5. Tout l'intervalle. Maintenant, si je ne veux pas désactiver les interfaces de 6 à 9, j'ai juste à mettre une virgule, fast ethernet 0/10-6 15. Donc ça permet en gros de renforcer la sécurité. Donc un port qui n'est pas utilisé, ce n'est pas la peine de le laisser allumer. Donc ça va consommer des ressources et ça sera un problème de sécurité. Pourquoi? Parce que si quelqu'un essaye de se brancher au commutateur, il pourra par exemple envoyer des trames ou bien envoyer des données malveillantes. Donc si le port il est désactivé, il ne pourra pas accéder carrément au réseau. Troisième étape, on fait mieux. Donc on va pas juste désactiver ces interfaces inutilisées, mais on va les mettre dans ce qu'on appelle un VLAN trou noir. Généralement c'est le VLAN avec ID 99. L'ID doit être différent de 1, parce que 1 c'est ce qu'on appelle le VLAN par défaut. Donc on a eu aussi l'occasion de voir cette notion de réseaux locaux virtuels. Donc l'intérêt derrière c'est de segmenter le réseau local en plusieurs réseaux locaux virtuels.
Donc on gagne en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on va segmenter le réseau, on va isoler les sous-réseaux, si vous voulez, confidentiels et privés, et on va aussi augmenter la qualité de service. Donc on va pas avoir beaucoup de trames qui vont circuler au niveau du réseau local de manière gênante. C'est-à-dire que si j'ai 3 départements, je vais faire en sorte que chaque département puisse avoir ses propres données qui circulent entre ses membres. Donc c'est pas la peine que département développement reçoive les paquets ou bien les trames du département assurance. Voilà. On a déjà eu l'occasion de voir en détail ce concept, comment configurer les VLAN, comment assurer la communication entre les différents VLAN. Donc là, on va juste utiliser ce concept pour la sécurité. Et l'idée, c'est de mettre toutes les interfaces qu'on n'utilise pas dans un VLAN trou noir, un VLAN qu'on ne va pas raccorder au réseau. Première des choses, il faudra créer ce VLAN, donc via la commande VLAN ID 99, name trou noir. Bien sûr, on peut le nommer comme on veut. Moi, c'est juste moi qui a voulu le nommer trou noir. Si vous voulez, c'est un VLAN qu'on met aux oubliettes, qu'on ne veut pas raccorder au réseau. Ensuite, on va affecter toutes les interfaces inutilisées à ce VLAN. Donc, via la commande interface range par exemple, ou même si on avait une seule, on aurait mis interface fast ethernet 0/x. Switch port mode access pour dire que c'est un port en mode accès. C'est utile pour les VLAN de données. Et ensuite, switch port access VLAN 99. Donc ça permet d'affecter cette interface au VLAN 99. Et pour encore plus de sécurité, il faudra mettre un shutdown. Donc on peut faire les deux séparément. Donc mettre tous les ports inutilisés dans un VLAN sans les éteindre. On peut uniquement éteindre les interfaces, mais on peut faire les deux. Et les deux, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que, par exemple, si j'éteins une interface et je la mets dans un VLAN trou noir, déjà, il y aura 2 barrières. Et si par malchance, l'attaquant arrive à allumer l'interface, s'il a le mot de passe d'accès console, s'il a tous les mots de passe, mode utilisateur privilégié, etc., il sera en mesure d'activer la commande. À noter que l'attaquant, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et donc, s'il va mettre un no shutdown, donc il va l'activer, donc même s'il fait, il va se retrouver dans un VLAN trou noir. Il va se retrouver dans un VLAN qui n'est pas raccordé au réseau. Et donc, ici, on a une double barrière. Même s'il arrive à rallumer l'interface, il ne pourra pas communiquer avec le réseau parce qu'il est au niveau d'un réseau virtuel isolé qui est le VLAN trou noir. Voilà, donc c'est ce qu'on a dit un peu. Donc même si les interfaces sont réactivées, ces dernières ne pourront pas communiquer sur le réseau. Là, il faudra carrément qu'il fasse en sorte que l'interface appartienne à un autre VLAN de données raccordé au réseau. Donc il doit sortir du VLAN 99. Quatrième étape, ou bien quatrième bonne manière si vous voulez, c'est d'éviter d'utiliser le VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Et en règle générale, il faut toujours éviter les paramètres par défaut, les mots de passe par défaut, les noms d'équipement par défaut, les adresses IP par défaut, et entre autres, les VLAN par défaut, qui est le VLAN 1. Donc par défaut, lorsqu'on allume le commutateur, tous les ports sont affectés au VLAN par défaut. C'est aussi un VLAN qu'on ne peut pas bien gérer, bien administrer, et c'est aussi un VLAN qu'on ne peut pas supprimer. Donc l'idée serait de ne jamais utiliser ce VLAN. Donc créer d'autres VLAN, par exemple VLAN A, tel que A est différent de 1. On va lui donner un nom. On affecte toutes les interfaces actives à ce VLAN, switch port mode access, switch port access VLAN A. Et no shutdown, bien sûr, il faut activer les interfaces qu'on n'a pas, qui ne sont pas inutiles, qui sont utilisées. Pourquoi? Parce que ce sont des interfaces qui sont reliées au réseau. Et l'idée, c'est de créer autant de VLAN de données que possible selon les besoins et selon l'architecture. Donc les VLAN, comme on l'avait dit précédemment, c'est un mécanisme qui permet d'assurer aussi bien la qualité de service que la sécurité. Et si vous avez divers flux,
de diverses natures qui circulent au niveau de votre réseau local. Si vous avez un réseau local qui est très grand, vous pouvez toujours le segmenter en réseau virtuel. Et c'est aussi, ça permet aussi d'atténuer les coûts. C'est-à-dire que au lieu d'être forcé à acheter des équipements de niveau 3, des routeurs, etc., vous pouvez créer des réseaux distincts, virtuels, au niveau de votre architecture physique locale. Cinquième étape, il faut aussi éviter d'utiliser l'interface virtuelle de gestion par défaut VLAN 1, donc celle au niveau de laquelle on affectait une adresse IP pour l'accès à distance. Donc il faudra créer une autre interface de gestion, donc interface VLAN B, telle que B doit être différent de 1, lui donner une adresse IP, et ça sera cette adresse qui va être utilisée pour l'accès à distance. Bien sûr, on privilégie SSH. Là, on a mis les commandes qui permettent de configurer SSH, donc transport input SSH, login local. Bien sûr, il faut mettre CryptoKey Generate RSA, hostname et IP domain name. Donc, là, vous avez l'accès à distance, sauf que là, vous allez utiliser une adresse IP de l'interface virtuelle de gestion B, et non pas 1 qui est celle par défaut. Remarque, le PC doit se trouver au niveau du VLAN B pour qu'il puisse accéder au commutateur à distance. Donc on ne sentait pas le besoin au début parce qu'on appartenait tous au VLAN 1, on configurait l'interface de gestion 1 et donc on était au niveau du même VLAN et donc ça marchait. Mais cette fois-ci, si vous avez une interface virtuelle gestion 2, vous devez appartenir au VLAN 2, à moins qu'il y ait un routage inter-VLAN qui soit configuré pour le permettre. Et il faut aussi ne pas confondre cette notion d'interface virtuelle de gestion avec VLAN, réseau local virtuel. Donc ça a le même nom, VLAN. Donc vous avez interface VLAN et vous avez VLAN carrément qui est un réseau local virtuel. Donc il ne faut pas confondre ces deux notions. Donc les VLAN c'est pour segmenter le réseau et l'interface VLAN c'est pour l'accès à distance. C'est une interface à laquelle on va donner une adresse IP et qu'on va allumer pour que justement le commutateur soit accessible à distance. Pourquoi? Parce que les protocoles d'accès à distance nécessitent de donner une adresse IP pour l'accès. Et comme le commutateur n'a pas d'adresse IP au niveau de ses interfaces physiques, il n'a pas d'interface physique comme le routeur, il est de niveau 2, donc on peut utiliser une interface de gestion virtuelle. Donc c'est le seul, si vous voulez, cas d'utilisation de l'interface virtuelle. C'est juste pour l'accès à distance. Et bien sûr, il faut toujours opter pour SSH. Sixième règle de bonne manière, c'est ce qu'on appelle la création d'un mappage statique. Un mappage statique, c'est une insertion d'une ligne statique au niveau de la table MAC d'un commutateur. Donc, pour rappel, la table MAC, c'est la table qui permet au switch ou bien au commutateur d'acheminer les trames. Donc, elle contient plusieurs colonnes, dont numéro de port et adresse MAC. Et insérer une ligne de manière statique revient à créer un mappage statique. Pourquoi? Parce que par défaut, les lignes au niveau de la table MAC sont remplies de manière dynamique. D'ailleurs, vous avez même une colonne avec type qui va vous dire si cette ligne elle a été apprise de manière dynamique ou bien de manière statique. Donc statique veut dire que c'est l'administrateur qui va forcer son remplissage. Et qui dit administrateur dit une commande qui va le permettre. Et donc l'intérêt aussi de cette commande, c'est que si par exemple j'affecte au niveau pour un port au niveau du commutateur une adresse MAC, veut dire qu'il n'y aura que ce PC qui sera en mesure d'être connecté à ce port. C'est quelque chose de bon si on a par exemple une architecture fixe où les PC ne changent pas. Vous avez toujours les équipements au niveau de ces ports-là. Et donc l'idée serait de laisser tel quel. C'est-à-dire que si un attaquant débranche le PC de l'utilisateur légitime et essaye de brancher le sien, il ne pourra pas parce qu'il y a un mappage statique. Pour le mappage dynamique, dès que le PC est débranché, la ligne est supprimée. Et dès qu'il y a un nouveau PC qui est inséré, il y aura une insertion dynamique d'une nouvelle ligne qui va comporter la nouvelle adresse MAC avec le numéro de port.
Donc si par exemple on a adresse MAC du PC, c'est adresse MAC PC et l'interface c'est Fast Ethernet 0/X au niveau du commutateur. Si on veut créer un mappage statique, il faudra taper la commande en mode de configuration du terminal MAC Address Table statique, adresse MAC du PC, VLAN ID, ça dépend le VLAN de données que vous avez créé, par défaut ça serait 1. Et comme on a dit, il faut éviter les VLAN 1 et tout ce qui est paramètres par défaut. Ensuite, vous tapez les mots-clés interface Fast Ethernet 0/X. Et là, ça voudra dire que vous avez ajouté une ligne statique au niveau de la table MAC du commutateur. Donc, il n'y aura que ce PC qui pourra être branché à cette interface 0/X et pas un autre. Et même le PC ne pourra pas être branché ailleurs. S'il sera branché au niveau d'un autre port, ça marchera pas. Donc, seul le PC est autorisé à se brancher au commutateur au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/X et ne sera pas accepté au niveau d'une autre interface. Le format de l'adresse MAC au niveau de la commande, c'est deux chiffres, c'est 3 groupes de 2 chiffres hexadécimaux séparés par des points, par exemple 49.f8.b1. Pourquoi? Parce que dans la littérature, on met généralement des 2 points au lieu du point. Mais pour les technologies Cisco, il faudra mettre des points au lieu de 2 points, 3 groupes de 2 chiffres hexadécimaux, sachant que le chiffre hexadécimal varie de 0 à F. En réalité, c'est un chiffre écrit sur 4 bits, donc de 4 0 à 4 1 qui correspondent au F. Si on veut maintenant supprimer ce mappage, c'est exactement la même commande, sauf qu'elle sera précédée de no. Donc no MAC Address Table statique, adresse MAC du PC, VLAN, ID du VLAN, interface Fast Ethernet 0/ le numéro de l'interface au niveau de laquelle on veut supprimer ce mappage. Et donc dès qu'on tape cette commande, la ligne au niveau de la table MAC sera supprimée. À noter que c'est une configuration qui est à privilégier que si on a une architecture qui est fixe, c'est-à-dire que on a des PC de bureau par exemple qui sont toujours branchés au niveau du commutateur, qui ne sont jamais débranchés, etc. Mais si on a une architecture qui change un peu, qui est en mouvement, ce n'est pas évident de travailler avec les mappages statiques. Ça va plus créer des ennuis qu'autre chose. C'est toujours le cas avec l'aspect sécurité, c'est que si on augmente trop la sécurité, on diminue en termes de disponibilité. Donc il faut toujours faire ou bien configurer la sécurité selon les besoins. Donc si ça nécessite que ça soit configuré, on le fait. Si ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine aussi de le faire. Par exemple, si vous avez un local au niveau duquel il n'y a pas de personnes malveillantes qui entrent, si vous avez une bonne authentification physique, là vous pouvez ne pas opter pour certains paramètres parce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas cette personne malveillante qui va accéder. Et ça dépend aussi du budget. Donc si vous avez un budget alloué à la sécurité, d'accord. Sinon, il faudra faire avec les moyens du bord. Et il faut aussi voir l'impact de la sécurité. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a attaque? Si c'est grave, donc il faut privilégier. Si ce n'est pas aussi grave, on peut ne pas mettre en place toute une architecture sécurisée. On essaiera de mettre un degré de sécurité conforme au moins à la normale. 7e et dernière étape, c'est la configuration de ce qu'on appelle le switch port security. Donc c'est quelque chose de très intéressant. C'est une configuration qui est exclusive au commutateur. Donc port security ne peut pas être configuré au niveau des routeurs. Et ça suit un peu le mappage statique. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le mappage statique? On avait dit que chaque port est affecté à une certaine adresse MAC. L'adresse MAC, c'est celle du PC. Maintenant, si je veux faire en sorte que 2 PC puissent être connectés à ce port, c'est-à-dire que j'ai 2 administrateurs, s'il y a le PC1 ou le PC2 qui sont branchés, il n'y a pas de problème. Donc grâce au mappage statique, on ne pourra pas le faire, parce qu'on ne peut pas insérer 2 lignes avec
deux adresses MAC identiques avec deux adresses MAC différentes avec le même numéro de port. Ça va créer une confusion au niveau de la table MAC. Donc l'idée c'est de travailler avec Port Security. On verra par la suite que ça permet de configurer encore d'autres choses. Alors, la première étape serait d'activer Switch Port Security. Donc Port Security c'est juste configuration de la sécurité des ports au niveau du commutateur. Donc il faudra le configurer au niveau d'une interface, donc dans config-if. Donc il faut que le port soit en mode accès. Puis on tape la commande switch port security. Si on tape la commande switch port security sans taper la commande switch port mode access, ça ne marchera pas. Il va nous dire que le port il est dynamique. On tape la commande switch port mode access, ensuite la commande switch port security. Donc à ce stade, on a juste activé le port security. Ensuite, on va spécifier le nombre de périphériques à accepter. Donc la commande c'est switch port security maximum Y. Donc je peux mettre 2, 3, etc. Et donc au niveau de ce port, on pourra accepter au maximum 4 adresses MAC, 3 adresses MAC. Donc en règle générale c'est Y. Ensuite, on va configurer l'acquisition de ces Y adresses MAC des périphériques. Donc soit on les saisit de manière statique via la commande switch port security MAC address suivi de l'adresse MAC. Donc si j'ai 7, je devrais saisir 7 fois la commande switch port security, bien sûr en changeant les adresses MAC. Parce que si je mets la même, parfois il va me dire l'adresse MAC a été dupliquée. Et si par exemple j'avais configuré un maximum à 3, ensuite je tape 4 fois la commande switch port security MAC address, au bout de la 4e tentative, il va me dire que j'ai dépassé le nombre maximal. Donc ça c'est de manière statique, sinon on peut le faire de manière dynamique via la commande switch port security MAC address sticky. Sticky ça veut dire que le commutateur va apprendre. À chaque fois qu'il y a un PC qui est branché, il va ajouter les adresses MAC jusqu'à arriver au maximum. Donc si vous voulez, la méthode statique elle est un peu plus contraignante, parce qu'il faudra taper plusieurs commandes et ne pas se tromper au niveau des adresses MAC. On peut le faire de manière dynamique. Il suffira de brancher les adresses, les PC autorisés. Par exemple, si j'ai 3, je vais brancher les 3. Ensuite, il y aura les 3 adresses MAC qui seront connues par le switch. La prochaine étape est le plus de port security que n'offre pas le mappage statique. Déjà, on a la possibilité d'avoir plus d'une seule adresse MAC pour un port. On peut aussi configurer ce qu'on appelle la violation de sécurité. Et la violation de sécurité, c'est ce qu'on va faire s'il y a eu violation. Violation, ça veut dire, si j'ai par exemple configuré 3 équipements, et j'ai un 4e qui veut se brancher, donc là il y a violation. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé le nombre maximal. Si par exemple, il y avait un attaquant qui voulait se brancher, donc déjà le commutateur il autorise 3 par exemple, 3 administrateurs. Les 3 administrateurs branchent et débranchent au niveau du port, il n'y a pas de problème. Donc même si au bout de la 20e tentative, je mets le troisième PC de l'administrateur, il reconnaîtra que l'adresse MAC elle est légitime, donc il laissera passer le flux, etc. Mais s'il y a un 4e qui se branche et le commutateur remarque que l'adresse MAC n'est pas stockée à son niveau, elle n'a ni été apprise de manière statique ou bien de manière dynamique, là le commutateur il va sentir qu'il y a eu violation. Et quand il y a violation, on peut configurer justement ce qui se passe après qu'il y ait une violation. On peut bloquer le trafic non valide en cas de violation, donc via la commande switch port security violation protect. Donc le port sera actif, sauf qu'il va bloquer le trafic. Donc il pourra ni envoyer ni recevoir du trafic à son niveau. Donc l'attaquant, si vous voulez, il sera isolé. Donc, il ne pourra pas émettre, il ne pourra pas recevoir au niveau de ce port. On peut aussi configurer un blocage tout en informant via des messages log.
Donc le mot-clé, ça sera restrict au lieu de protect. Et on peut carrément désactiver ce port en cas de violation, c'est-à-dire qu'il va basculer à un shutdown. Donc on va taper la commande switch port security violation shutdown. Shutdown veut dire qu'il va être désactivé, il va passer au rouge. Et donc pour remettre en forme, si vous voulez, il faudra entrer en mode de configuration de l'interface et taper la commande no shutdown. Donc si vous voulez, shutdown, c'est quelque chose de plus strict en termes de blocage. Restrict, c'est l'envoi de log. Donc on va alerter l'admin qu'il y a eu une adresse MAC qui essaye de se connecter, un PC avec une adresse MAC qui n'est pas censé être autorisé. Et protect, si vous voulez, c'est quelque chose de passif. Donc on va bloquer le trafic sans désactiver le port et sans informer. Donc là on peut configurer ce qu'on veut. Donc bien sûr l'idéal serait de configurer shutdown. Donc là on va basculer vers un port qui est désactivé, pourra rien faire. Et voilà ce que permet justement port security. Ça permet de préciser ce qu'il faut faire dans le cas où il y a eu violation, dans le cas où on dépasse le nombre d'adresses MAC autorisées. Donc on va toujours vérifier selon le maximum. Il y a aussi des commandes de vérification du port security, donc show port security interfaces, pour voir si port security a été configuré au niveau des interfaces du commutateur. Là on va voir toutes les interfaces et on peut spécifier une seule interface, donc show port security interface fast ethernet 0/x pour voir au niveau de cette interface s'il y a port security qui est activé ou pas, quelle est la méthode de blocage après la violation. Donc si c'est un protect, restrict, shutdown, on peut voir aussi le maximum d'adresses MAC autorisées. S'il y a des adresses MAC statiques, on pourra les voir. Si c'est dynamique, on aura le mot-clé sticky, etc. Un exemple. Donc, si on vous demande par exemple de configurer l'interface Fast Ethernet 0/7 de sorte à ce qu'elle accepte 3 périphériques uniquement, acquiert les adresses MAC de ces périphériques de manière dynamique et bloque le trafic issu de périphériques non valides en cas de violation. Donc là automatiquement on saura que c'est un port security qu'il faudra configurer. Donc on se connecte à l'interface Fast Ethernet 0/7. Ensuite on tape les commandes switch port, mode access et port security pour activer port security. On nous dit que le port accepte 3 périphériques uniquement, donc maximum 3. Ensuite on nous dit que les adresses MAC sont acquises de manière dynamique. Donc on tape la commande MAC address sticky et on nous dit qu'il faudra bloquer le trafic issu des périphériques non valides en cas de violation. Donc violation, protect. On nous a pas demandé de mettre un restrict ou bien un shutdown. Donc voilà les commandes qui permettent d'avoir la configuration énoncée au niveau de l'exemple. Et donc au niveau de cette vidéo, on a pu voir comment sécuriser un commutateur, comment sécuriser ses lignes, ses interfaces, ses mots de passe, etc. On a appris à sécuriser la ligne console via un mot de passe. On a appris à sécuriser les lignes virtuelles via le protocole SSH. On a aussi appris à chiffrer les mots de passe et à utiliser des mots de passe robustes. On a vu toutes les commandes qui permettent de gérer les mots de passe. On a aussi appris à sécuriser les interfaces physiques d'un commutateur, donc en les désactivant, en les isolant dans un VLAN trou noir qui est isolé du réseau. Il faut aussi privilégier l'utilisation des VLAN et éviter tous les paramètres par défaut, par exemple le VLAN 1 et l'interface virtuelle de gestion VLAN 1. Créer autant de VLAN selon les besoins. Et on a aussi appris à activer et à configurer le port security qui est une configuration exclusive au commutateur qui permet de configurer la sécurité d'un port, faire en sorte que ce port accepte un certain nombre d'adresses MAC, et il y a aussi le côté réaction après violation,
Est-ce qu'on bloque le trafic? Est-ce qu'on bloque tout en informant? Et est-ce qu'on désactive carrément le port? Ce qu'on aurait pu aussi voir au niveau de cette vidéo, on aurait pu voir le modèle de sécurité AAA. Donc j'ai préféré ne pas le mettre parce qu'on a eu une vidéo dédiée au modèle AAA. Donc on aurait pu opter pour un stockage de mots de passe au niveau d'un serveur TACACS Plus ou bien de manière locale. Donc TACACS Plus bien sûr est meilleur à Radius. On l'a vu au niveau de la vidéo dédiée à AAA. Il faudrait aussi ne pas négliger la sécurité physique. C'est quelque chose de très important, ça passe même avant la sécurité logique. Il faut s'assurer que les commutateurs se trouvent dans des endroits sécurisés avec un accès physique restreint. Avoir des images iOS à jour et opter pour des sauvegardes régulières et de manière sécurisée. Activer la journalisation syslog. Et ça serait bien, et c'est dommage qu'on n'a pas vu la configuration des VACL. Donc VACL, ce sont les ACL des commutateurs, ça gère les adresses MAC, etc. On l'a pas vu parce que ce n'est pas supporté par le simulateur. Mais on essaiera de voir au moins comment ça se passe et comment configurer les VACL au niveau d'un commutateur. Donc comment transformer le commutateur comme un pare-feu de niveau 2.